Bonsoir, soyez les bienvenus. iWeek en direct, mardi soir, 20h, 21h, toute l'actu Apple en live. On est ensemble donc pour une heure jusqu'à 21h avec vos messages, vos questions, vos réactions via Twitter avec le hashtag iWeekTV. On est ensemble et je ne suis pas tout seul évidemment. Ils sont là au rendez-vous, les 4 mousquetaires, en tout cas 4 des mousquetaires d'iWeek. Et je suis très heureux de vous retrouver, chers amis. Teddy, on va commencer par te saluer toi. Salut Teddy. Salut Benjamin, salut tout le monde, très content d'être avec vous. C'était un petit peu compliqué ce soir apparemment pour toi. Donc... Oh, 3 fois rien. J'étais juste bloqué j'étais bloqué devant l'entrée en bas dans la rue. C'est pas grave. Teddy, My Teddyland, évidemment. Et puis l'école des fanboys. Et j'ai l'impression que tu as le t-shirt de l'équipe qu'on a déjà vu sur Mathieu hier soir. Montre-nous. Oui, c'est le t-shirt de l'école des fanboys. Lève-toi donc, regarde, montre-nous en grand. Voilà, exactement, je sais pas si vous voyez bien, avec les logos. Mais t'es debout, t'es assis. Non, je suis pas debout, attends, si tu veux, je vais me mettre debout, là, on voit les logos, voilà, et puis derrière, voilà. Merci. Donc, Alexandra Legrand, la semaine dernière, qui demandait des t-shirts pour l'équipe d'iWeek, nous, à l'école des fanboys, on a déjà les nôtres. Hein. Eh ben, formidable. Podcast dans lequel on te retrouve toutes les semaines maintenant. Non, c'est-à-dire que là, on avait fait la 9e épisode en 2 parties, donc c'est pour ça qu'on a été 2 semaines de suite sur YouTube, mais non, c'est 1 fois par mois normalement. Ah, 1 fois par mois, très bien. Donc, c'est tellement bien qu'on a l'impression que c'est toutes les semaines. Oh, c'est gentil ça. Merci beaucoup. Bon, également avec nous ce soir en duplex de San Francisco, c'est un peu l'américain de la bande d'iWeek, c'est Jean-Christophe Vigne. Salut Jean-Christophe. Hello à tous. Comment vas-tu Jean-Christophe? Parle-nous de San Francisco, fais-nous rêver. Je vais très bien, là, il fait très très moche aujourd'hui. Ah. C'est tout brumeux, on ne voit pas le pont. Ouais. Voilà. Le pont, mais tu veux dire bien. C'est pas le pont, c'est... Alors, c'est pas le Golden Gate, moi, que j'ai en face de moi, c'est le... Alors, je sais pas si on voit pas le pont, mais en tout cas, la liaison aujourd'hui... Bay Bridge, avec très beau aussi. Oui, alors, on a eu Bay Bridge, on va se parler en morse ce soir. Jean-Christophe, l'image arrêtée n'est pas très flatteuse, mais l'image change au moins 1 fois par seconde. On appelle ça la vidéo, normalement, quand ça marche bien. Bon, ce soir, le débit n'est pas extraordinaire. La semaine dernière, ça nous avait lâché juste à la fin. Là, ça commence direct par un bon gros ralentissement. C'est pas grave. On va te laisser rétablir ta connexion, Jean-Christophe. On va se rapprocher de nos rivages, de nos plages de sable fin à nous. Et on va se diriger vers la Côte d'Azur avec Élie Abitbol. Salut Élie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Oui, je suis un peu l'invité mystère ce soir, donc c'était pas dans les tweets, il n'était pas prévu que je sois là, mais la tentation était trop forte, j'ai pas pu résister, je me suis dit que même 1 demi-heure, ça valait la peine d'être avec vous, donc me voici. Eh bien écoute, c'est formidable, on va rappeler que tu es non seulement revendeur Apple, parce que tu as créé MCS, les excellents magasins à Nice et à Cannes, mais tu as aussi un rôle auprès des Apple Premium Resellers, donc ces magasins, c'est quoi? C'est une fédération de magasins, on peut te dire? Non, en fait, c'est simplement un canal commercial Apple. Il y en a 600 et quelques en Europe, 54 en France. Donc c'est un contrat spécifique, c'est revendeur monomarque qui accepte toute une série de contraintes, mais qui en contrepartie a toute une série d'avantages. Et il se trouve que je suis pour l'instant leur président et porte-parole. Voilà, c'est d'ailleurs grâce à ça que on se tient régulièrement au courant de l'actualité de ces revendeurs qui sont aussi un élément essentiel de l'écosystème Apple en France. Gilles Dounès est avec nous, on l'a momentanément perdu, mais c'est pas très grave, on va le retrouver. Vous avez tous bien travaillé, hein, les amis, pour ce mardi soir.
On va passer en revue évidemment ensemble l'actu pendant l'heure qui vient. Le hashtag iWeekTV, vous pouvez commencer à faire chauffer votre smartphone, votre tablette pour nous envoyer vos messages, vos questions, vos réactions. On salue les habitués d'iWeek qui sont au rendez-vous évidemment. Parlez-en autour de vous d'ailleurs, parce que la bande, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'elle grandisse. Teddy, je crois que tu as été particulièrement actif, toi, depuis qu'on a commencé à remplir le conducteur de l'émission. Quel est le premier sujet qui t'est venu? Dis-nous. Alors c'est un sujet qui est finalement plutôt à la périphérie d'Apple, puisque ça ne concerne pas Apple directement, même pas du tout d'ailleurs. Mais c'est un sujet qui est dans l'actualité, c'est cette rumeur d'un éventuel rachat par Orange de Bouygues Télécom et de TF1. Donc en fait, en ce moment j'ai des journées un petit peu chargées. Donc hier soir j'ai décidé de me détendre en regardant Andromag, et tout en regardant Andromag, je faisais ma veille. Voilà, tout à fait. En faisant ma veille donc quotidienne sur le net, et je suis tombé à un moment donné sur le site de Bloomberg qui annonçait donc cette rumeur. Donc j'ai pu transmettre via la magie de Twitter en direct à Samy et Mathieu, qui donc ont pu en parler à la toute fin de l'émission. Donc je pense que Watch TV a dû être un des premiers médias en France du coup à pouvoir en parler. L'avantage d'être c'est tombé à 20h50 à peu près hier soir. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est à peu près à cette heure-là où j'ai transmis l'info à Samy. Ouais. Et à ce moment-là, l'info n'avait pas encore été publiée par les grands médias français. Hein. Voilà. Donc, comme quoi, quand vous regardez Watch, l'avantage que c'est soit en temps direct, vous êtes informé en temps réel de ce qui se passe. Absolument. Alors, vous voulez un scoop en live direct qui vient de sortir? Apple a modifié son application Remote, dont on a tellement parlé pour l'Apple TV, et maintenant, on peut contrôler son Apple TV à partir de son iPhone. N'est-ce point magique? Ah, ça vient de tomber, Elie, là? À l'instant, à la seconde, tu vois, ça vient des US, directement de MacRumors. Et je n'ai d'ailleurs, comme c'était un flash qui est apparu sur l'écran du Mac, j'ai même pas pu voir s'il faut la nouvelle version iOS dont on parlera tout à l'heure, puisqu'il y a eu une avalanche de mises à jour chez Apple. Tout a changé. macOS 10 a changé, iOS a changé, tvOS a changé, pas en France. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas, mais apparemment, Jean-Christophe l'a. Et WatchOS qui est en cours. Voilà, en cours d'installation. Tu es en train de faire ta mise à jour. Et voilà. Voilà. C'est traditionnel qu'on ait toutes les mises à jour en même temps, à ce point-là? Généralement, oui, parce qu'elles sont liées entre elles. C'est-à-dire qu'une version d'iOS va faire référence à une fonctionnalité de WatchOS, etc. Et s'ils ont amélioré quelque chose dans la compatibilité, macOS bouge aussi. Donc, oui, ça arrive fréquemment. Ce qui est moins courant, c'est qu'on a eu aussi 2 nouveaux produits chez Apple. Ah, on va en parler. Juste avant ça, un petit message pour Gilles. Gilles de Je suis là. Oui, tu es là, mais tu n'as pas réactivé ta caméra, Gilles. Ce serait bien que tu le fasses pour qu'on puisse te voir. Je suis navré. C'est pas grave, c'est pas grave. Teddy, on va continuer avec toi parce que on a juste fait qu'effleurer là le sujet de Bouygues et de l'intérêt d'Orange. Alors, intérêt prêté à Orange parce que pour l'instant, il y a plutôt un démenti de la part d'Orange. Hein. Alors non, le démenti ne vient pas de la part d'Orange, il vient de la part de Bouygues qui a indiqué qu'il n'avait aucun projet de sortie des secteurs des télécoms et de la télévision, et réaffirme son ancrage dans ces 2 industries. Ceci étant, visiblement, les marchés boursiers, eux, accréditent quand même l'hypothèse d'un rachat de Bouygues par Orange, puisque à l'ouverture ce matin, l'action Orange est montée en flèche. Bon, ça s'est stabilisé ensuite. C'était le cas également pour les actions de Bouygues, pour celle d'Iliad. L'un de vous a la fenêtre ouverte. Je ne sais pas quels sont les bolides qui passent autour de chez vous, mais c'est impressionnant. Qui habite auprès de l'autoroute. Quelqu'un habite près de l'autoroute, peut-être, je sais pas. Pardon, je voulais pas t'interrompre. Il n'y a pas de mal. On va y arriver avec cette histoire d'Orange. Voilà. Et puis les duplex coupent les uns après les autres, donc on avait perdu Gilles. À l'instant, c'est Jean-Christophe qu'on avait perdu, mais Jean-Christophe a l'air d'être de retour. Voilà, tout le monde est là. Me revoilà. Voilà. Est-ce que la connexion est meilleure? Ah, bien meilleur. Mais vous êtes quand même des vilains garnements, parce que je vous perdais à tour de rôle. Bon, on va pouvoir se concentrer sur cette info. Alors, c'est évidemment pas du tout encore confirmé, mais ce serait un véritable séisme, à la fois dans
le monde des télécoms et dans le monde des médias, puisque TF1 serait aussi concerné par cette Voilà, acquisition par Orange. C'est-à-dire quoi là, il y a plusieurs choses. Donc effectivement, TF1 serait englobé dans cette acquisition. TF1 qui lui-même a racheté, enfin pas racheté, mais a pris 70% des parts de Newen, qui est une société de production, qui est de fiction, qui produit notamment Plus belle la vie. Oui. Voilà, par exemple. Et le groupe TF1, c'est plusieurs chaînes. C'est également LCI, dont on sait qu'ils aimeraient pouvoir passer en gratuit sur la TNT. Je précise d'ailleurs à ce propos que le CSA va se réunir mercredi prochain, le 16, pour en discuter. Il s'était engagé, le CSA, je crois, à donner une réponse avant le 17. Voilà, donc ils se réunissent le 16, et dans l'hypothèse où le CSA donnerait son accord pour que LCI devienne gratuit sur la TNT, BFM TV a d'ores et déjà annoncé, donc le concurrent d'LCI, qui supprimerait 100 postes. BFM TV qui appartient au groupe qui est dirigé par Patrick Drahi. J'ai beaucoup de chance ce soir. Voilà. Et... Tout ce que j'ai, c'est simple. J'ai d'abord été bloqué devant l'entrée. Voilà. Et maintenant, à chaque fois que j'essaye un truc, ça plante. C'est pas grave. On est en direct. Si ça vous amuse, faites un tweet. Ce sera toujours ça de gagner. Teddy, t'es très courageux et t'as beaucoup de mérite de continuer. Vas-y. Je vais continuer. Donc, je disais que BFM avait annoncé que dans cette hypothèse, il supprimerait une centaine d'emplois, que BFM est contrôlé depuis, je crois, cet été, à hauteur de 40% par Altis, le groupe dirigé par Patrick Drahi, et qui dirige également SFR Numéricable. Donc finalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'accointances en ce moment dans le monde à la fois des télécoms et des médias. Ça a fait beaucoup l'actualité au cours de cette année 2015, parce qu'on se souvient que Bouygues avait failli être acheté par Numéricable, mais ils avaient refusé l'offre de 11 milliards que Numéricable avait fait. Et je pense que ce feuilleton va se poursuivre, à mon avis, tout au long de l'année 2016. Et cette rumeur d'un éventuel rachat d'Orange est là pour en attester. À mon avis, il va se passer encore beaucoup de choses en 2016 dans ces deux secteurs que sont les médias et les télécoms. Voilà, C'est pas la première fois qu'il y a une tentative comme ça d'Orange de rentrer dans le secteur des contenus et de la télévision, puisqu'ils ont créé une chaîne à péage qui s'appelle OCS, et le directoire précédent avec Didier Lombard, qui avait lancé l'iPhone en France, avait mis en place une convergence entre tuyaux et contenu, qui est le Graal après lequel courent tous les acteurs, que ce soit ceux des contenus ou ceux des tuyaux. Tout le monde veut avoir les deux éléments de la solution. Et donc Orange a déjà fait une tentative dans cette optique. Il s'était fait recaler par l'autorité de régulation des télécoms, je crois, je ne peux pas dire de bêtises, à moins que ça soit par le CSA. Et avant ça, Vivendi avait essayé de monter une espèce de gros conglomérat avec le succès que l'on sait. Je vous invite quand même à lire cet excellent papier de mes confrères du Figaro sur la bourse qui joue les mariages dans les télécoms. Et évidemment, c'est la suite de cette info tombée hier soir. Voilà, l'article est très très bien fait, et dans lequel en fait qui reprend ce que les analystes d'Odo Securities estiment dans cet éventuel rachat de Bouygues et de TF1 par Orange. C'est que Bouygues au final prendrait à peu près 20% de l'ensemble nouvellement constitué. C'est un jeu à plusieurs acteurs finalement, puisque Bouygues céderait son réseau à la fois fixe et mobile à Iliad, donc à Free, et Orange lui récupérerait les clients de Bouygues Télécom. Donc, et ça coûterait à Iliad, ça leur coûterait 1,8 milliard d'euros pour récupérer le réseau d'Orange. Ce qui est beaucoup moins d'ailleurs, ce qu'ils avaient proposé déjà à Bouygues. Tout à fait. Et ça permettrait aussi de maintenir les emplois chez Bouygues, donc le gouvernement pourrait voir ça plutôt d'un bon œil, quoi. Et tout ça se passe... j'y retrouve en latin. Petite interférence, c'est pas grave. Tout ça se passe évidemment... Les places après. Tu l'as dit, Teddy, sur fond de
d'attente de la décision du CSA à propos du passage de LCI en gratuit, et puis justement à propos de cette perspective d'LCI en gratuit, le groupe, je vais y arriver, le groupe Next Radio TV, évidemment, prévient et met en garde contre les conséquences en matière d'emploi que cette décision pourrait avoir. On est aussi dans une phase où on attend pour le mois de septembre l'arrivée de la chaîne info, probablement de France Télévisions. Bref, ça va beaucoup bouger. On va peut-être passer à l'actu plus proche de l'écosystème Apple au sens strict. Alors, il y a pas mal d'infos cette semaine. On va d'abord s'intéresser à ces infos qui concernent plutôt les composants, tout ce qui fait que les devices, les iDevices de chez Apple fonctionnent. Et cette hypothèse d'un basculement d'Apple pour l'iPhone vers des écrans OLED panique chez les fabricants de LCD qui, évidemment, risquent de perdre un très gros marché. Oui, alors bon, je suis désolé, je vais reprendre la parole parce que c'est de nouveau moi qui me feuilleton là dans le conducteur. Donc là aussi, c'est un feuilleton. C'est en fait donc la presse japonaise qui a lancé cette info c'était la semaine dernière, je crois, selon laquelle effectivement Apple se tournerait à partir donc de 2018. Alors si on prend le calendrier habituel d'Apple, en 2016 on aura l'iPhone 7, en 2017 l'iPhone 7S, donc ça veut dire que ça concernerait l'iPhone 8. Il se tournerait donc vers des écrans OLED, qui sont ces écrans magnifiques qu'on trouve notamment sur les derniers téléphones de Samsung. Pour faire simple, la technologie OLED, ça permet d'avoir des écrans dont les pixels noirs sont éteints, ce qui permet d'avoir des noirs très profonds. Et puis, autre avantage non négligeable, c'est que comme ils sont éteints, ça donc consomme moins d'énergie, ça augmente l'autonomie des téléphones qui en sont équipés. Et donc, ce qui à la base pouvait sembler n'être qu'une rumeur, semble visiblement se confirmer. Alors déjà, suite à cet article du journal Nikkei, exactement, les actions à la bourse de Tokyo de Japan Display et de Sharp, qui sont les actuels fournisseurs d'écrans LCD d'Apple, ces actions ont dévissé à la bourse. Oui. Le lendemain, LG, qui lui est le leader des fabricants d'écrans OLED avec Samsung, a annoncé qu'il était en train de construire une usine en Corée du Sud, dont une grande partie de l'activité serait destinée à fabriquer des écrans OLED. Et je vous le donne en mille, à partir de quand cette usine va-t-elle être en activité ? 2018. Donc je pense pas que ce soit un hasard. Voilà, tout à fait. Et enfin, l'autre dernière petite info sur ce sujet-là que j'ai trouvé hier, c'est donc Japan Display, l'un des deux fournisseurs actuels, je l'ai dit, aurait commencé à tester en fait la production d'écrans OLED pour montrer à Apple qu'il serait lui aussi capable de pouvoir produire ce type d'écran en masse. Donc on voit qu'il y a une grosse bataille qui se joue autour de ça, et Japan Display visiblement n'a pas l'intention de se laisser distancer par LG par exemple. Ouais, mais moi j'ai un autre scoop parce qu'en 2018 Apple sera à des écrans holographique voilà. L'OLED est totalement feuilleton parce que depuis le début de l'annonce de la disponibilité de la technologie OLED, ils sont annoncés sur l'iPhone, et ça avait été une relative surprise de ne pas voir sur l'iPhone 3GS ou 4, je ne me souviens plus exactement, de ne pas voir d'écran, c'était en 2010, d'écran OLED sur le nouvel iPhone, et à la place, on avait vu le principal fabricant d'écrans OLED les mettre sur sa propre génération de smartphones qui était Samsung. Quel intérêt quand même annoncé sur iPad à chaque génération aussi. Hein. Le seul produit Apple aujourd'hui qui a un écran comme ça, c'est l'Apple Watch, parce que c'est tout petit. Ouais. Quel intérêt sur un iPhone ? On s'est tellement habitué finalement au rendu de l'iPhone. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à l'OLED, on va dire ? Honnêtement, oui, parce que quand vous allez en magasin, si vous mettez un iPhone
et 6, le 6S, la dernière génération d'iPhone, et un Galaxy S6, vous voyez immédiatement la différence à l'écran. Par les raisons que j'expliquais tout à l'heure, avec donc les noirs qui sont très très profonds, et pour celui qui est pas trop branché technique mais qui va vraiment s'intéresser au côté visuel, il pourrait peut-être éventuellement pencher plus pour le Galaxy S6 parce que ça va lui taper à l'œil, quoi. Surtout quand en général en magasin les réglages des écrans sont faits de telle manière à ce qu'ils les mettent le plus possible en valeur, et c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de tester un Galaxy S6 Edge, qui est équipé d'un écran OLED, et l'écran il est vraiment magnifique. Pour moi, c'est le plus bel écran que j'ai vu sur un smartphone, même si celui de l'iPhone 6S que j'ai là est également très très bon. Un écran OLED, c'est quand même nettement dessus. Ouais. Benjamin, je demande qu'il soit définitivement muté chez Andromaque. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus flatteurs. C'est la deuxième émission qui nous plombe Apple. Ça va plus. T'as raison, Elie, t'as raison. Pour moi, jusqu'à maintenant, Samsung était quand même le principal fabricant d'écrans OLED. D'ailleurs, se réservait la technologie Super AMOLED, je crois. Oui. Hein on est d'accord, hein? Oui, c'est encore une différenciation chez les uns et chez les autres par le composant. Or, la seule moyen pour Samsung de se différencier par rapport à Apple, c'était ces fameux écrans OLED qui ont une spécificité de savoir-faire des Taïwanais, pas des Taïwanais, des Coréens, par rapport aux Japonais qui sont les fournisseurs habituels d'Apple. Donc, ils se gardaient cette spécificité pour sortir du lot, sachant qu'ils sont tributaires d'Android. Bien sûr. Très bien, les amis. Vous parliez tout à l'heure de cette... est-ce que c'était avant le début de l'émission? J'ai un petit doute. Vous parliez tout à l'heure de cette nouvelle coque pour iPhone. C'est toi d'ailleurs qui en parlais, Elie. C'était avant qu'on démarre, hein? Oui. Alors, en fait, Apple a fait des annonces un peu dans tous les sens cet après-midi. Ouais. Et ils ont annoncé une coque avec batterie, comme celle de Incipio ou... on en connaît depuis des années, et celle-ci est un peu particulière. Elle a été immédiatement critiquée par l'ensemble des journalistes, alors que d'abord, moi, j'espère qu'on pourra la tester, la prendre en main avant de répondre à ça. Mais effectivement, elle a un design un peu curieux, puisqu'en fait, vous voyez, c'est une sorte de bosse, si tu peux remontrer l'image, à l'arrière. Au lieu d'être quelque chose de lisse et d'uniforme, comme on a l'habitude de voir, là, il y a un petit ronflement qui correspond à la taille de la batterie. C'est-à-dire qu'ils auraient pu profiter pour faire une plus grande avec plus d'autonomie, mais non, ça correspond à la taille de la batterie de l'iPhone 6S. Alors, il y a des tas de gens qui ont mis des tweets très drôles en demandant à Jonathan Ive de revenir bosser chez Apple et d'arrêter ses vacances et des choses comme ça. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de diode ou d'indicateur de charge ni quoi que ce soit. Que ce soit dans iOS, qui est et peut-être d'ailleurs dans le nouvel iOS que nous allons télécharger tout à l'heure, qui a cette indication de charge lorsque la coque est présente. Et donc, du coup, on ne sait pas quand on branche le connecteur Lightning, est-ce que ça charge la batterie de l'iPhone? Est-ce que ça charge la batterie de la coque d'abord? On ne sait pas. Et apparemment, c'est iOS qui gère ça de façon intelligente et transparente, mais on ne peut pas dire « je veux utiliser la batterie externe, je veux utiliser la batterie interne ». C'est iOS qui décide pour vous. Alors, j'ai lu quelques infos complémentaires, si ça vous intéresse. Évidemment. Et c'est pour ça, a priori, c'est les deux raisons pour lesquelles on demande à Hive de rentrer de vacances. Si tu vas, Benjamin, sur nos amis de MacG, ils ont pris une photo. Il y a bien une diode pour indiquer la charge de la batterie, mais elle est à l'intérieur. Donc elle est cachée par le téléphone. Vachement utile. C'est pas une blague. Non mais sérieux, très utile. Mais effectivement, en revanche, Apple utilise évidemment des API a priori que Mophie et les autres ne peuvent pas utiliser, et donc on a maintenant deux indicateurs de batterie sur l'écran de veille, l'indicateur de l'iPhone et l'indicateur de la batterie. Et comme par ailleurs, pour pour répondre à ta question, alors elle est où cette diode? C'est le deuxième article. Ah d'accord. Ok. Alors vas-y, continue, je cherche. L'autre truc intéressant, c'est qu'en fait, la batterie va se décharger avant le téléphone. Ce qui fait que quand
quand on aura fini d'épuiser la batterie externe, on l'enlève, on la met dans son sac et on peut profiter de la batterie interne de l'iPhone et d'avoir un iPhone de nouveau tout fin. Et le renseignement important, c'est le prix. De chasseur. Parce que c'est une petite batterie qui coûte la bagatelle. Pas en même temps, les amis. Attention, vous essayez deux à parler en même temps. Élie. Oui, donc je disais, le dernier élément qui est peut-être intéressant pour nos spectateurs, c'est le prix, parce que $99 aux US, mais en France, 119 €. Ouais. Ça devient scandaleux quand même. Ça commence à faire cher. C'est pas le prix des batteries qu'on trouve aujourd'hui sur Amazon. Ouais. Alors, Jean-Christophe, je ne trouve pas ce deuxième article dont tu parles sur MacG, j'y suis, mais... écoute, je vais essayer de le retrouver, de t'envoyer le lien. Je ne suis pas assez concentré, mais j'arrive pas à le trouver. Deux petites choses. Ça vaut combien? Ça vaut plutôt 70-80 €, non? Les bonnes marques, on trouve chez Amazon à partir de 20 €. Oui, enfin bon, là, c'est des... Mais là, c'est des marques, oui. Bon. Ouais, c'est ça, ouais. Mais les bonnes marques, c'est environ 70 €. Oui, Gilles, je t'en prie. Alors, ça correspond à peu près, le renflement correspond à peu près à la paume de la main. Et on fait souvent à l'iPhone 6, cette génération, et 6S, le reproche d'être parfois un peu savonnette et difficile à tenir. Donc, ça se niche dans la paume de l'utilisateur. Et ensuite, faut pas oublier que Apple a toujours eu une couverture de change assez douillette et confortable, et la différence correspond aux 20% environ de taxes, et par rapport à la différence habituelle à laquelle on s'était habitué de la parité toute taxe en Europe et hors taxe aux US, l'euro a pas mal fondu dans les 3 à 6 derniers mois, quoi. Alors, à propos de cette coque, pas mal de réactions de votre part sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Je vous rappelle qu'on est en direct dans iWeek. Si vous nous regardez pour la première diffusion en ce mardi soir, alors Mohamed 91 000 nous dit qu'il pense qu'il est temps de ressusciter Steve, alors que je viens de perdre à nouveau l'un de nos camarades. C'est pas grave. Le prix vous fait bondir, c'est le cas de Céline. Kael nous précise que effectivement le câble charge les deux a priori en même temps, et le même Kael nous dit que cette coque est aussi laide que le Smart Keyboard vu replié. J'espère, dit-il, que l'iPhone 7 sera plus robuste niveau batterie. Voilà. Et puis Mousse ajoute, Johnny Ive, il fume la moquette, c'est clair. Bon, voilà. Il y a aussi un tweet de Titou qui nous dit que les directs, c'est vraiment un grand challenge en ce moment sur iWeek. Et en fait, oui, mais c'est parce qu'on travaille au bêtisier. Voilà, c'est ça. On prépare le bêtisier de fin d'année. On espère rentrer au zapping aussi. Donc... Exactement. Et il se passe toujours quelque chose dans iWeek. C'est pour ça qu'on vous conseille d'être avec nous. Bon. 2 mots sur ce qui s'est passé, Benjamin, si tu permets. Oui. Je me suis retrouvé avec un écran bleu, vraiment un écran bleu, comme au bon vieux temps de Windows. Je pense que c'est Guillaume Jette qui doit faire joujou avec la force. Oui, tu as raison, voilà. C'est normal. Dès qu'on parle de ressusciter Steve Jobs, c'est normal. Ah, il supporte pas. Voilà. Non. Il supporte pas, il envoie Dark Vador direct pour régler le problème. Bon, pendant qu'on essaye de récupérer Jean-Christophe, on va passer au sujet suivant. Tiens, quand même, je voulais très bien. On revient, Jean-Christophe, vers toi dans un instant. Je vous montrer à l'instant cette coque. Alors, évidemment, c'est pas la coque Apple, c'est une coque OnePlus. Ah, Teddy, c'est ton truc, ça. Oui, je suis désolé, je vais me retrouver sur Android Mag. Oui, je crois que là, ça va très mal se passer. Hein. À un moment donné, ouais. Donc, en fait, OnePlus qui a fait une coque pour iPhone avec des arrière-pensées, en fait, derrière la tête. Donc, c'est une coque qui reprend la finition Sandstone, c'est comme ça qu'ils appellent cette finition qu'on retrouve au dos des OnePlus 2. Et donc, en fait, c'est une coque qui coûte non pas 119 €, elle, mais 19 €. Il n'y a pas de batterie en même temps. Il n'y a pas de batterie, on est d'accord. Et à l'intérieur, en fait, il y a également une invitation pour acheter le tout dernier né de la gamme OnePlus, qui est le OnePlus X. Il y a même la possibilité d'en gagner. Donc, ils espèrent comme ça attirer, pourquoi pas, des clients de l'iPhone vers le OnePlus X. Voilà, c'est juste une coque. Ça ne marchera pas. C'est juste une coque. Non, je pense pas que ça marchera, mais bon, au moins, ça leur coûtait rien d'essayer.
Absolument. On va continuer notre tour de l'actu Apple un peu de manière un peu débridée, mais c'est pas grave. Je vais voilà, afficher ce sujet. Je ne sais plus qui nous l'a soufflé à l'oreille dans le conducteur. C'est C'est du moi, en Teddy, fait. ça. Ouais, C'est ça, c'est moi. Ouais, je m'en doutais. C'est le seul qui a bossé aujourd'hui. Raconte-nous, Teddy. Alors, donc là, en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est. Désolé, c'est une montre connectée Samsung, donc la Gear S2. Au revoir. Mais que fais-tu, Teddy? Je sais pas. Donc, non, mais pourquoi j'en parle? Simplement parce qu'en fait, Samsung aurait fait dans une priorité, une de ses priorités est de développer actuellement donc une application qui s'appelle Gear Manager et qui serait capable de gérer la Gear S2 depuis iOS. Donc, c'est une application iOS qui permettrait également donc d'assurer la transmission des infos entre un iPhone et cette Gear S2, de configurer, de personnaliser cette montre. Et donc, pour Samsung, c'est important de le faire rapidement. En fait, apparemment, ils aimeraient le faire avant qu'Apple éventuellement sorte une deuxième version, enfin une nouvelle version de l'Apple Watch. Donc, a priori, ça serait pour dans très peu de temps cette application. Et sachant que parmi ceux qui ont essayé cette Samsung Gear S2, il y a notamment mon ami de l'école des fanboys, Julien Debray, que tu connais, Benjamin, et qui donc l'a montré autour de lui. Et c'est vrai que au final, cette montre, elle fait pas mal l'unanimité. Elle est très très réussie, notamment avec son système de lunettes qui est cranté, là, qui reprend un peu le système de la couronne d'Apple, mais d'une manière un peu différente. Et aux gens à qui il l'avait montré, c'est vrai que le seul reproche qu'on lui faisait, et que les gens lui faisaient, c'est qu'elle n'était pas compatible iOS, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des iPhones et qui auraient voulu pouvoir l'utiliser avec. Bah, sachez que ça sera peut-être bientôt possible, du coup. Ouais. Bon, on parle de Samsung, tiens, tant qu'on y est, ça va pas super fort en ce moment chez Samsung. On va dire d'abord, il y a cette petite note voilà, à régler avant de partir, quand même, avant de... Ouais, alors attention, parce que ça, c'est les 748 millions de dollars là, que vous voyez, en fait, c'est une provision. C'est-à-dire que dans le fameux procès qui oppose Samsung à Apple, à la base, Samsung avait été condamné à, je crois, une amende de plus d'1 milliard de dollars en août 2012, qui avait été réduite de moitié là au mois de septembre. Donc, c'était ce montant-là, 548 millions de dollars. Et donc là, ils vont régler cette somme, je crois, lundi, le 14 décembre, mais en précisant bien que c'est une provision, parce qu'il ne faut pas oublier que Samsung a engagé une procédure et continue de contester la validité des brevets d'Apple qui ont été mis en cause dans ce procès. Et donc, si jamais la justice venait à invalider les précédentes décisions, Samsung compte bien récupérer ces 548 millions de dollars. Bon, c'est un peu comme Bernard Tapie, cette histoire. Oui, c'est un peu ça. Oui. Bernard Tapie, en fait. Voilà, ça. il y a de l'argent, mais il veut le récupérer, mais après, Apple ne va pas le rendre. Le fait de porter une application pour pouvoir utiliser iOS fait qu'ils ploient le genou devant Apple. On fait ce genre de manipulation et d'application de pas vers la compatibilité quand votre concurrent est en position de force et est devenu le leader du marché. Et il y avait une information il y a 2-3 semaines qu'on n'a pas eu le temps de traiter, selon laquelle Apple récupérait avec l'iPhone 80% du cash qui était généré par le smartphone, même. Non pas en volume, mais en valeur. Ce qui fait que c'est eux qui vivent et qui vivent bien du business du smartphone, et Samsung qui est coincé entre les concurrents chinois qui le grignotent sur l'entrée et la moyenne gamme, et Apple qui est confortablement installé sur le haut de gamme, n'arrive plus à vivre. Et du coup, il y a eu je pense qu'on va en parler ensuite, il y a eu une valse parmi tout à fait. Les dirigeants. Le patron de la division mobile a été dégagé, enfin mis dans un placard doré. Et alors, tu sais, Gilles, cet homme qu'on vient de voir là, justement, que tu évoques, J.K. Shin, c'est la superstar. C'est lui qui fait l'ouverture et qui présente les smartphones lors des événements mobiles Samsung depuis des années.
C'est Exactement, un ouais. changement Oui, mais majeur. je crois que c'est le fils du PDG actuel de Samsung, là, du Chebol, quoi, du conglomérat. Voilà, Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a beaucoup c'est d'homonymes, une holding familiale. je jurerai Et pas. Mais- avant cela, son salaire avait été divisé par 4, Oh mon Dieu. comme et celui des principaux dirigeants de la société avait été fortement diminué également. Donc ça va pas bien et ils ont mis, Ouais. ils sont en train de resserrer les boulons, quoi. Bon, pendant ce temps-là, Apple continue de tracer sa route. Alors, Oui. je pense que les mauvaises ondes de Guillaume Jette vont à nouveau parvenir jusqu'à nous parce que on va dire un mot des rumeurs autour de l'iPhone 6C. Donc, sans doute, peut-être, probablement le prochain ou l'un des prochains iPhones à être lancé. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Ah bah, apparemment, au C'est lieu de... NFC? Oui, déjà, par rapport à... qui permettra d'utiliser Apple Pay, avoir donc la nouvelle puce A9. Puis également, là, au lieu d'avoir un arrière en polycarbonate comme on a sur l'actuel iPhone 5C, ça serait du métal, mais avec, voilà, avec des couleurs, un peu comme ce qu'on a sur l'iPod Touch. Voilà. Oui. Et ça permettrait de maintenir un iPhone de 4 pouces dans la gamme, ce qui peut correspondre aux besoins de certaines personnes, parce que tout le monde n'a pas forcément d'avoir envie d'un écran plus grand. Oui. Le succès viendra du prix. S'il est bien positionné, ça sera un énorme succès parce que justement, Apple a besoin d'un produit un peu d'appel pour les jeunes, etc. Et les rumeurs de cet après-midi disaient qu'Apple organisait un spécial event au mois de mars pour annoncer et l'iPhone 6C et l'Apple Watch 2.0, ce qui va définitivement tuer la Gear qu'on vient de nous présenter. Et j'ai vu des tweets qui disaient que oui, certes, nouvelle montre, mais que ça n'avait pas du tout les fonctionnalités d'une Apple Watch actuelle. Donc la 2 va définitivement les tuer. Et pour répondre à Gilles, la mesure du succès de cette application iOS, soit Samsung n'en vend pas beaucoup et Apple la laisse, soit ça commence à marcher et Apple va la tuer dans une mise à jour système, elle sera incompatible. Voilà. Bon, Élie, je sais que ton temps est compté ce soir. Est-ce que tu nous quittes maintenant ou un peu plus tard? Quand tu veux, il faudrait... Après, je me fais un peu chahuter, mais... Donc, je vais laisser parler mon camarade Jean-Christophe, qui n'a pas beaucoup parlé. Donc, voilà, absolument. Donc, je vous fais la bise à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Eh ben avec grand plaisir, Élie. Merci d'avoir été avec nous. On va se tourner pendant un instant vers vos réactions via Twitter avec le hashtag iWeekTV. Beaucoup de messages, c'est sympa. Kael, d'accord avec toi, Gilles, sur l'aveu de faiblesse de la part de Samsung. Philippe Legrand, là c'est pour toi, Teddy. Hein, il suggère de te déconnecter direct. Ah bah oui. Ping. C'est pas gentil. Hein. Non, mais je pense pas de chance parce que moi maintenant j'ai la fibre, donc je suis le seul qui a plus de problème là ce soir. C'est vrai, tu as tout à fait raison. J'espère qu'on va réussir à aller au bout de l'émission. Il nous reste une vingtaine de minutes. Manu nous dit ça commence vraiment à être inquiétant du côté d'Apple. Alors je sais pas à quoi il fait référence, Manu. Est-ce que c'est au design? Est-ce que c'est à quoi ça peut être? Je pense que c'est, oui, à mon avis, au design de la coque dont on a parlé avant. Ouais, sans doute. Voilà. Et Kael, rassuré de ne pas être le seul à trouver tout cela complètement absurde. Et merci à toi, Jean-Christophe. Tu nous as tweeté la fameuse photo du voyant sur la housse avec batterie de chez Apple. On t'entend plus. Elle n'a pas ouvert le micro? Ton micro, peut-être. Oui, me revoilà. On t'entend, ça y est. Je suis désolé. Juste 2 secondes sur le design de cette batterie. Effectivement, on doit l'avoir mieux en main qu'une Mophie qui est son concurrent direct, qui est évidemment beaucoup plus gros. Maintenant, c'est toujours pareil. Apple privilégie le design par l'efficacité plutôt que l'efficacité, parce que je pense que on est nombreux. Les 2 barres manquantes aurait pu faire une batterie plus importante et donc une durée beaucoup plus longue. C'est déjà le cas parce que je crois que la Mophie a une demi-fois plus puissante que la batterie d'Apple. Donc c'est intéressant. Ils attendent des années pour entrer sur un marché et le produit qui est lancé est pas
au même niveau que les autres. Ouais, C'est un peu voilà, dommage. c'est la marque que je cherchais tout à l'heure, la Mofi, c'est cette marque de housse avec batterie intégrée qui fait un peu référence jusqu'à maintenant. Hein. Teddy, tu les Tout à fait. connais? Ouais, je connais, mais moi, ce que je vois aussi, c'est que en l'espace de quelques jours, c'est le deuxième accessoire qu'Apple nous présente, puisqu'ils ont également présenté un dock pour charger l'Apple L'Apple Watch. Watch, ouais. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'Apple se positionne sur ce marché des accessoires et ne laisse pas ça justement uniquement aux accessoiristes et propose ses propres solutions, sachant que pour ceux qui sont les plus fanboys d'Apple, je pense qu'ils préféreront toujours une solution brandée Apple que celle d'un concurrent. Ouais. Gilles, est-ce que c'est pas surtout, Gilles, un marché à très grosse valeur ajoutée quand on voit que les Dragons sont vendus 15 € par exemple? Non, mais c'est toujours ça de prix. Surtout, c'est ce que répondent les dirigeants d'Apple quand on leur dit, quand les analystes leur répondent, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, est-ce que ça va pas cannibaliser tel ou tel produit? Ils disent peut-être à la marge, mais on préfère que les gens dépensent de l'argent chez nous plutôt que chez nos concurrents. Donc, et puis, il y a une unité. On fait plaisir aux fanboys, même s'ils n'ont pas les cheveux très courts. Je sais pas à qui tu penses. Mais récemment, Apple a sorti également un dock pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, alors que ça faisait bien 14 mois que l'iPhone 6 était sorti. Donc, ils prennent également leur temps en se réservant des fonctionnalités. Là encore, puisque la sortie audio est réservée en même temps que la charge est réservée au dock Apple, alors que les concurrents n'ont pas le droit d'utiliser. Bon, est-ce que côté accessoires, Teddy, on a autre chose à dire ce soir? Alors, je sais pas si tu as réussi à caler la vidéo que je t'ai envoyée dans le conducteur qui était faite par JB de The Eye Collection qui était venu en plateau. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout le temps. Je vais en dire deux mots juste en fait parce que puisque certains voudraient m'envoyer dans Andromag. Je regardais donc Andromag hier et ils ont parlé d'un smartphone soi-disant incassable, le fameux Moto X Force. Eh bien, il existe une coque pour iPhone qui est la Rhino Shield Impact Protection. Et qui, pour le coup, rend vraiment l'iPhone incassable dans la vidéo. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas la voir, mais vous allez sur la chaîne qui s'appelle The Eye Collection sur YouTube. Et vous verrez qu'il a mis des coups de marteau dessus et ça a résisté sans aucun problème. L'iPhone était parfaitement fonctionnel, il n'y avait aucune trace, aucune égratignure. Donc, et en plus, je crois qu'elle coûte moins cher que la coque qu'on a parlé avant d'Apple. Bon, il n'y a pas de batterie intégrée, mais voilà. Donc, du coup, pour ceux qui ont peur de faire tomber leur iPhone, ça peut être peut-être une bonne solution. Eh ben, très très bien. La meilleure solution, tu sais, ça va être, je vais ajouter la vidéo sur le replay de l'émission, tout simplement. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Ça permettra de la voir quand même. Jean-Christophe Vigne, oui. À San Francisco, toi aussi tu as fait tes devoirs, c'était très 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 bien. Oui, alors j'ai commencé avant les autres, forcément, à cause du décalage horaire. Et oui, ta journée, bien sûr. Voilà. Alors, tu voulais notamment... parler Tu voulais notamment, alors il y a pas mal de sujets, par quoi tu veux commencer dans ce que tu as vu? Moi, tu sais, mon produit chouchou cette année, c'est l'Apple TV. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un bon produit, pour le coup, bien positionné en termes de tarifs par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Et surtout, à peu près chaque semaine, on se rend compte que l'Apple TV peut faire de plus en plus de choses. Et notamment, on a vu la sortie la semaine dernière de la deuxième, après l'OM, app française, qui est BFM TV. Absolument, ouais. Voilà, comme l'actualité a été assez riche ces temps-ci, je trouve ça important de pouvoir aussi regarder l'actualité sur son Apple TV, d'autant plus pour les expatriés comme moi qu'elle n'est pas géolocalisée. On peut la regarder sans VPN depuis n'importe où dans le monde. Ah oui, ça fait plaisir que tu aies retenu que les premiers à avoir mis leur appli, c'était l'OM. Ça me touche beaucoup, personnellement. C'est pour toi, voilà. Moi, je veux bien le garder. Alors l'Apple TV, c'est, on en parle. Il y a un bon buzz quand même, globalement, autour de l'Apple TV, malgré les quelques critiques qu'on a fait remonter ces 2-3 dernières semaines. Et on parle déjà d'une nouvelle Apple TV qui pourrait entrer en production dès le début de l'année 2016
et elle serait beaucoup plus puissante, Gilles? Oui, c'est pas la première fois qu'Apple nous ferait le coup. Ils ont fait déjà ça pour un iMac ou un MacBook Pro, je crois. Mais en même temps, si on se met à avoir de plus en plus d'applications et des jeux en particulier, il faut fatalement s'attendre à ce que les modèles soient changés plus régulièrement avec des puces de plus en plus puissantes pour pouvoir faire tourner ces applications qui fatalement seront de plus en plus gourmandes, d'autant plus que la taille des écrans et la définition sont appelés à monter en puissance avec l'arrivée de la 4K. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, à mon avis, s'il y a une mise à jour aussi rapide, enfin une nouvelle Apple TV aussi rapidement, ce serait sans 4K. doute pour pouvoir supporter la 4K 4K, qu'elle ne fait toujours. Ouais, absolument. Il y a un autre sujet autour de l'Apple TV. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, moi, l'Apple TV, la nouvelle génération. Problème qui concerne on va dire l'identification via Twitter. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a deux informations en une. Le premier, si vous vous souvenez, quand on a discuté avec Kelly de notre installation de l'Apple TV, le plus difficile, c'est de rentrer les mots de passe très compliqués avec la télécommande et en glissant en fait de lettre à lettre. Moi, j'ai mis à peu près 1 heure à installer toutes mes applications parce qu'à chaque fois, il faut rentrer ces coordonnées. Donc, c'est vrai que c'est un peu pénible. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a une solution qui est proposée aux développeurs par Facebook et Twitter qui permettent en fait de s'enregistrer sur une application en utilisant juste un code chiffré, qui est donc beaucoup plus facile à rentrer et qui fait que on serait logué dans l'application sans avoir à justement jouer de la télécommande comme on l'a fait au début. Donc ça, c'est le côté pile. Ça, c'est le bon côté. Le côté obscur de la force, c'est que bien entendu, ça permet à Twitter et à Facebook de vous intégrer un peu plus dans leur écosystème, y compris quand vous êtes tranquillement en train de regarder la télé. Eh oui. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que on en avait parlé justement lors de notre test avec Ellie. On a, excusez-moi. Je t'en prie. Prends ton temps. L'Apple TV, d'ailleurs, on va y revenir, Jean-Christophe, parce qu'il y a un autre sujet qui concerne l'Apple TV. Apple a iCloud et iCloud Kitchen, et ça pourrait fonctionner, alors que là, l'entreprise permet à 2 mastodontes des réseaux sociaux de lui piquer ses utilisateurs quelque part en rentrant par la fenêtre. Donc c'est un peu curieux. Bon, on va suivre ça évidemment. Il y a un autre sujet alors qui intéresse beaucoup ceux qui veulent utiliser l'Apple TV en tant que media center. Bon, on connaît les limites des appareils de chez Apple avec les formats un petit peu exotiques qui ne sont pas les formats natifs de l'iTunes Store. Il y a une solution qui s'appelle Infuse. Est-ce que certains d'entre vous l'utilisent? C'est pas ma tasse de thé. C'est pas ta tasse de thé, Gilles. Moi, je l'utilise. Ah, Jean-Christophe, raconte-nous ce qu'est Infuse. Infuse est intéressant parce que l'Apple TV, dans cette version, est beaucoup plus puissante. Mais ce qu'on avait aujourd'hui, que ce soit Plex ou, alors le nom m'échappe, mais il y a une deuxième application qui fait à peu près la même chose, elles s'appuyaient toutes sur un Mac serveur qui devait transcoder les vidéos pour qu'elles soient diffusées dans un format, justement, comme tu disais, Benjamin, natif Apple TV. Donc en gros, il fallait un gros Mac et une Apple TV pour simplement pour diffuser les formats. Infuse est natif, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un Mac, il suffit d'avoir un serveur de fichiers tout bête parce que les vidéos ne sont pas stockées sur l'Apple TV. Mais une fois qu'on a son disque dur externe en réseau connecté à l'Apple TV toute seule fait le travail et peut diffuser des vidéos en HD, en 1080p, et y compris télécharger des sous-titres. Donc c'est vraiment un outil très complet pour récupérer des vidéos dans son salon. Oui, alors on a accès à tous les formats dont on a besoin un peu tous les jours. Voilà, j'ai pas tout vérifié, mais c'est vraiment... Il y a de l'AVI, il y a du MKV, il y a du WMV. Bon, ça franchement, faut vraiment avoir envie pour utiliser du WMV. Du Flash, évidemment. Il y a quasiment tout ce qui existe. Voilà. On est quand même à la limite de la légalité chaque fois.
Après, Pourquoi? on n'est pas du tout obligé de pirater des films, Gilles. En Bien revanche, sûr, on peut utiliser ces formats. on peut ripper toute sa C'est deux choses DVD-tech. différentes, hein. Et c'est gratuit, alors c'est gratuit pour les... En fait, non, c'est pas gratuit. Il y a des fonctionnalités qui sont débloquables par achat in-app, mais si vous les avez déjà débloquées quand vous utilisiez Infuse sur iPad, par exemple, ça c'est transmis à votre compte, et donc c'est gratuit. On peut utiliser la même licence pour l'iPad et pour l'Apple TV. On reste sur l'Apple TV, tiens, encore une seconde, avec une appli, justement. Je ne sais pas si c'est toi, Jean-Christophe, qui nous l'a signalé ou Teddy. Remote Buddy. Non, c'est moi aussi. C'est toi, une spéciale Apple TV avec toi. Voilà, je suis désolé. Je trouve ça assez intéressant parce que, enfin, en tout cas, moi j'ai un Mac à côté de mon Apple TV, mais je trouve l'interface de l'Apple TV beaucoup plus agréable justement dans son canapé. Et Remote Buddy fait un peu office de chaînon manquant, puisqu'elle permet de contrôler le Mac à travers l'Apple TV. C'est utile par exemple si on veut écouter de la musique sur Spotify qui n'a pas encore d'appli Apple TV, ou de, de caler une vidéo sur un site web puisque l'Apple TV n'a pas de navigateur. Donc voilà, ça permet, sans quitter son canapé ni la télécommande, de faire plus de choses avec l'Apple TV. Et c'est encore une fois une licence qui est transportée du Mac à l'Apple TV, pardon, de l'appareil iOS à l'Apple TV, donc elle est gratuite si vous êtes déjà utilisateur. Donc ça Alors, mérite de regarder. alors, je continue de suivre vos réactions, vos messages via Twitter. Et justement, pas mal de tweets, hein. Vous êtes hyper actifs ce soir chaud. J'ai même du mal à vous suivre pour être clair. Alors, Je suis mes oui. copains, c'est pour ça. Voilà, à propos de l'Apple TV, Mohamed 91 000 nous dit que la Chromecast 2 est une vraie concurrence pour l'Apple TV pour 39 euros. Effectivement, on en a plusieurs fois parlé ici dans Elwick et plus globalement sur Watch, notamment dans Andromag. À propos de l'arrivée de BFM sur l'Apple TV, Pimous nous dit en espérant que d'autres chaînes suivent l'exemple de BFM, ça pourrait être notre cas évidemment très bientôt. Vous êtes plusieurs à avoir posté la vidéo de High Collection dont tu parlais tout à l'heure, Teddy, Ouais. oui. Et, tu vois comme quoi la communauté d'iWeek est hyper réactive. Pimous nous dit Apple pourrait faire un iPhone plus épais avec une grosse batterie, comme ça on évite une coque batterie. Alors je sais pas si c'est une bonne idée parce que c'est quand même pas mal d'avoir une deuxième batterie amovible, non? Ouais, puis enfin bon, je pense pas que je pense pas que ce soit le chemin qu'il prendra Apple, hein. Non, moi non Donc on plus. a plutôt pris le chemin de faire des smartphones qui soient de plus en plus fins. Ce sont pas les seuls d'ailleurs, hein, parce que la plupart de leurs concurrents font aussi. Et d'ailleurs, dans la mesure où j'ai l'iPhone 6S quand même là depuis un peu plus d'un mois, moi je dirais hier quand même que je trouve que l'autonomie elle est tout à fait correcte, hein, sur les nouveaux iPhones. Eh ben justement, Alors ouais. moi j'utilise beaucoup, vraiment c'est l'appareil que j'utilise le plus, hein, plus que mon iPad ou que mon Mac. Jusqu'à présent j'ai toujours réussi à finir la journée. Alors je dis pas, il y a des fois j'ai fini la journée avec 15% peut-être, mais je finis toujours la journée, hein, et sachant que pourtant la capacité de la batterie était en plus légèrement réduite par rapport à l'iPhone 6. C'est pas une capacité extraordinaire par rapport à ce qu'on peut trouver chez la concurrence, et pourtant ça tient largement la journée. Moi, c'est tout ce que je demande à un smartphone. De toute façon, j'ai le réflexe de mettre en charge mon iPhone tous les soirs quand je vais dormir. Donc, à la limite, qu'il tienne une journée de nuit ou 2 jours, je verrai pas la différence. Je chargerai quand même tous les soirs. Ouais, vous êtes plusieurs d'ailleurs à faire cette remarque, hein, sur le hashtag iWeekTV sur Twitter. C'est vrai que notamment les nouveaux iPhones et le 6S Plus en premier tient largement, et la coque batterie n'est pas forcément indispensable si vous avez ce plus gros modèle qui a une autonomie plus importante. À propos de l'iPhone 6C, Kyle Wendt, pas convaincu par la rumeur d'une keynote au mois de mars dont parlait Ellie tout à l'heure. Si, Selon moi, je lui, pense que ce serait plutôt pour septembre. non, ça Non. peut avoir un intérêt de Gros la faire. écart. Ouais.
Ça peut avoir un intérêt de la faire au mois de mars pour la simple et bonne raison, c'est que quand Apple lance ses nouveaux iPhones en octobre, forcément, dans les mois qui suivent le lancement, à plus forte raison là en ce moment avec les fêtes, les ventes sont à un niveau très très élevé. Et ensuite, quand arrive le printemps, bah forcément, les ventes elles commencent un petit peu à baisser puisque les gens sont dans l'attente du modèle suivant. Donc, ça permettrait justement de maintenir les ventes avec un nouveau modèle supplémentaire, quoi. Gilles, donc, oui, sachant qu'en plus, on en parlait la semaine dernière ou celle d'avant, il y a une problématique d'embouteillage du pipeline dans la mesure où ils ont beau faire fabriquer en Chine, même en Chine, ils ont des difficultés à multiplier les lignes de production, sachant qu'il faut des ingénieurs, il faut des ouvriers formés, et quand tout le monde veut un appareil qui vient d'être lancé, il faut faire des heures supplémentaires, ça coûte plus cher. Souvent, pour répondre à l'appel d'offres, les fabricants, que ce soit Foxconn ou son concurrent, j'ai plus son nom en tête, ont tendance à prendre des libertés avec la législation, le code du travail chinois, même s'il est un petit peu élastique, et les organisations de défense des ouvriers râlent à juste raison, et ça fait de la mauvaise publicité. Donc ça permet d'étaler les lancements et les fabrications sur toute l'année. Enfin, c'était en complément de ce que disait Teddy. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on s'arrête sur un dernier tweet qui concerne De Vialet. Et ce tweet, c'est Ellie qui l'a posté. Oui, je l'ai vu. Autrement dit, tu es parti et tu es toujours devant ta télé. Ah, ça, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Puisque il a raison. Tu nous dis, pauvre De Vialet, ils sont foutus. Être dans les stores, ça veut dire faire du dépôt-vente gratuit et être payé à 180 jours. Ça concerne cette enceinte, la Fantôme, sur laquelle aurait craqué Angela Arendt. Allez, 1 minute pour nous expliquer qui veut prendre le sujet. De Vialet, c'est une marque donc française qui est créée par un homme qui s'appelle Quentin Sagnier, je crois. Et c'est du matériel très très haut de gamme. L'enceinte que vous voyez là, je crois qu'elle doit être 1690 €. C'est ça. Ouais. 1690 €, sachant que dans la gamme de Vialet, je crois que c'est le produit le moins cher. Donc voilà. Et qu'il en faut 2. Oui, en plus. Mais de fait. Alors c'est vrai que c'est des produits par contre qui sont remarquables. Pour tous les audiophiles vous diront que c'est difficile de trouver mieux. Bon. Ils font notamment des amplificateurs qui sont... quand vous écoutez ça, vous avez limite les larmes aux yeux, quoi. Bon, bah écoute, à ce prix-là, heureusement. Je pense que c'est... Après avoir sorti la carte bleue. Oui, exactement. Après avoir sorti la carte bleue. Bon, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle pour un groupe français de séduire Apple qui va donc mettre des enceintes fantômes probablement dans tous ces Apple Store. C'est une magnifique vitrine. Voilà, il nous reste quelques instants. Est-ce que vous avez une petite conclusion à nous offrir pour cette émission numéro 13 ? Juste très rapidement pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce que disait Gilles, c'est que moi j'ai mis une news dans le conducteur comme quoi Apple avait bien préparé Noël. Effectivement, c'est vrai que en ce moment, si vous allez sur la boutique en ligne, vous voyez qu'absolument tous les produits sont disponibles. Il n'y a pas de rupture dans quoi que ce soit. Et ça, c'est notamment dû au fait que certains produits comme le MacBook Retina, comme l'Apple Watch ont été présentés au printemps. D'où la pertinence de peut-être sortir un iPhone 6C au printemps et d'étaler les sorties sur toute l'année et non plus les concentrer uniquement sur le dernier trimestre. Et ben voilà. D'autant qu'il y a je suis pas d'accord. La promotion, si elle existe encore, de retour, de gratification des étudiants, et on prépare 6 mois à l'avance Back to School, donc on peut très en avance. Le retour, la rentrée, quoi. Et donc, ça permet de faire les stocks en attendant. Juste en un mot, Jean-Christophe ? Oui, sauf pour les accessoires iPad Pro qui ne sont toujours pas en stock et qui sont, et en plus, on n'aura pas le temps d'en parler, mais sont défectueux apparemment. Je fais du teaser pour la semaine prochaine. Voilà, c'est vrai que le clavier a pas un très très bon buzz, et puis le crayon, le pencil, si vous le cherchez, c'est toujours très très compliqué. Et on en reparlera la semaine prochaine, c'est promis. Salut les amis, salut Teddy.
Salut, et puis à la semaine prochaine, sans doute. Très bonne semaine à toi. Salut Jean-Christophe, embrasse San Francisco pour nous. Promis, à la semaine prochaine, bonne soirée. Merci, salut Gilles, très bonne semaine à toi, merci d'avoir participé à iWeek. À la semaine prochaine. Merci beaucoup aussi à Ellie et puis à vous qui nous regardez, qui nous C'est dans suivez. sa Tesla avec le pilotage automatique, c'est pour ça qu'il arrive. Voilà, exactement. Allez, on se dépêche, on boucle l'émission sur cette news. Passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine à 20h en direct. Salut à tous.